C'est un des derniers barons du gaullisme. Il fut secrétaire général du RPR, puis a travaillé avec Pompidou, mais est resté l'un des plus fidèles compagnons de route de Chirac. Ce médecin ancien résistant a été au premier rang du pouvoir lors de la prise d'otage d'Ouvéa. Au mois d'avril dernier, il nous a ouvert sa mémoire sur cette sombre époque calédonienne. Bonsoir Bernard Pons. Bonsoir. En 1981, Jacques Chirac vous confie l'outre-mer au sein du RPR. Est-ce que c'est là que vous découvrez le dossier calédonien ? Non. Non. Jacques Lafleur était député comme moi à l'époque, et donc j'étais en rapport avec lui, puisque j'étais secrétaire général du RPR depuis 1979. Donc c'est là que j'ai commencé à connaître le dossier calédonien. Puis par la suite, je l'ai suivi beaucoup plus attentivement. Alors, cette période, à partir de 1981, François Mitterrand est président de la République. En 1984, ce sont les événements qui éclatent en Nouvelle-Calédonie, quand le président de la République de l'époque, donc François Mitterrand, déclare à propos du maintien de l'ordre en Nouvelle-Calédonie la force injuste de la loi. Quelle est votre réaction ? Dès l'élection à la présidence de la République en 1981, François Mitterrand montre l'intérêt qu'il apporte aux indépendantistes calédoniens. Et il les reçoit à l'Élysée. Il ne reçoit pas le RPCR. Et il utilise cette expression de la force injuste de la loi. Et puis, il désigne, par l'intermédiaire de son secrétaire d'État à l'Outre-mer, Henri Emmanuelli, un haut-commissaire qui ne venait pas de la haute fonction publique, qui était un enseignant, M. Nucci, un politique, mais qui était réputé pour son habileté. En peu de temps, M. Nucci arrive sur le territoire, se fait des amitiés particulières et, par une manipulation politique, renverse une majorité qui était fragile et permet au leader indépendantiste Jean-Marie Tjibaou d'accéder au gouvernement. Quand vous dites manipulation, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'il a obtenu, de la part de certains élus, qu'ils changent leur vote, leurs orientations de vote, et il a renversé la majorité gouvernementale. Mais il n'y avait pas eu d'élection, sans élection. Donc c'est une manipulation. C'est à partir de ce moment-là que la situation s'est dégradée. Elle s'est dégradée pour des raisons politiques et pour des raisons de sécurité, puisque le haut-commissaire a donné l'ordre à la gendarmerie sur le territoire de rester inactive. Elle n'existait plus, elle ne voyait plus, elle n'écoutait plus. Et à partir du moment où il n'y a plus... Des ordres, excusez-moi, monsieur le ministre, elle avait des ordres ? La gendarmerie, la police, elle avait des ordres de ne pas réagir. De ne pas réagir. Monsieur Nucci a été remercié assez rapidement. Les Calédoniens d'un certain âge doivent garder le souvenir de l'époque de M. Rouanet, où les exactions, les vols, les pillages, les blessés, les morts se sont accumulés. Et la Nouvelle-Calédonie a basculé presque dans un état de guerre civile qui était reconnu par tout le monde. Voyant l'échec de M. Rouanet, on a nommé un haut-commissaire dont on était à peu près sûr qu'il allait faire des miracles. Un grand serviteur de l'État qui avait une large expérience, M. Pisani. M. Pisani est arrivé et il a dit « je vais tout régler, d'ailleurs, j'ai la solution ». Très vite, la situation a continué à se dégrader. M. Pisani a fait plusieurs tentatives, mais elles ont toutes échoué. Je me suis trouvé sur le territoire pour mon premier voyage en Nouvelle-Calédonie, en tant que secrétaire général du RPR, au moment où il était en situation très difficile. Et un soir, j'ai reçu un coup de téléphone du Haut-Commissariat
me demandait si j'acceptais de venir dîner avec lui le lendemain. Afin que ça se passe incognito, il devait m'envoyer une voiture banalisée. Et effectivement, le lendemain, à 8 heures précises, la voiture banalisée était là et elle m'a amené au commissariat. Je connaissais bien Pisani depuis longtemps. Et là, j'ai trouvé un homme tout à fait transformé. Il m'a reçu dans une grande djellaba. C'était une espèce de mise en scène pour me montrer qu'il était décontracté et qu'il faisait face à la situation. Mais au bout d'un quart d'heure, il est rentré dans le vif du sujet et c'est un appel au secours qu'il me lançait en me demandant d'appeler Jacques Chirac au téléphone, en ajoutant « Je sais que vous avez M. Chirac au téléphone tous les jours, donc appelez-le et dites-lui qu'il faut qu'il lance un appel pour calmer ses amis calédoniens, parce qu'on ne peut plus les maîtriser. » Lui n'avait plus aucun rapport avec les loyalistes. Il était rejeté par Jacques Lafleur. Il n'avait aucun rapport. Jacques Lafleur ne voulait plus le voir, Dick Ukewé ne voulait plus le voir, et donc il était totalement isolé du côté des Calédoniens loyalistes. Indépendantistes, bien sûr. Et donc, je vous dis, c'était vraiment une impression de guerre civile. Les escadrons de gendarmerie étaient de plus en plus nombreux, les escadrons de CRS étaient de plus en plus nombreux sur le territoire, mais malgré ça, les affrontements se succédaient. Donc je lui dis que j'allais prévenir Jacques Chirac, et je lui dis, je pense qu'il vous appellera directement. En quittant le Haut-Commissariat, alors que je connaissais un Pisani quand je le voyais en métropole ou avant, et quand il était ministre de l'Agriculture en particulier, c'était un homme un peu sûr de lui, pas dominateur, mais un peu sûr de lui, et qui avait une belle allure. Là, je laissais au commissariat un commissaire qui était en danger. En danger. C'était l'impression qu'il donnait et qui était pas au bord de la dépression, mais il n'en était pas loin. Je suis donc rentré chez moi, enfin chez la personne qui m'hébergeait en Nouvelle-Calédonie, et au même moment, j'ai appelé Chirac, puisqu'il était le soir en Nouvelle-Calédonie, c'était le matin à Paris. J'ai expliqué l'entrevue que je venais d'avoir, et Chirac m'a dit, écoute, rassure-toi, je vais l'appeler tout de suite, et je vais lui dire que je vais lancer un appel. Le lendemain matin, sur toutes les radios de Nouvelle-Calédonie, on pouvait entendre l'appel de Jacques Chirac au calme et à la sérénité. L'appel a été entendu, la situation s'est un petit peu calmée, et à ce moment-là, j'ai dû rentrer en métropole pour m'occuper d'autres affaires. Et puis j'ai vu que les affrontements repartaient et que M. Pisani ne réussissait pas à ramener le calme et à trouver une solution. Pourtant, le gouvernement avait montré à son égard sa sollicitude, puisque de simple haut-commissaire, il a été nommé à la fin ministre de la Nouvelle-Calédonie. Donc ça voulait dire qu'on lui donnait des moyens très forts pour négocier. La négociation n'a pas abouti. Alors Bernard Pons, en 1986, cohabitation oblige, vous succédez à Georges Lemoine, qui est alors ministre des Dom-Tom. Vous devenez le ministre des Dom-Tom de Jacques Chirac. Vous écrivez dans votre livre, qui vient de sortir, que la Nouvelle-Calédonie est compliquée. Vous la connaissez pourtant déjà. Qu'est-ce qui fait qu'elle est compliquée ? Elle est compliquée d'abord parce qu'il y a ce problème d'opposition entre les indépendantistes et les loyalistes, qui est le problème de fond, qui n'est toujours pas réglé. Et puis parce que la Nouvelle-Calédonie, il n'y a pas que les Kanaks et les Caldoches, c'est-à-dire les Mélanésiens et les Européens.
il y a une véritable mosaïque. La population, les Calédoniens, ce sont des Mélanésiens, des Européens, des Polynésiens, des Wallisiens, des Futuniens, des Asiatiques, et aussi, dans cette population, 60% de métis. Donc c'est une population, c'est un brassage, c'est une mosaïque. Et cette mosaïque fait que les choses ne sont pas toujours simples et elles ne sont pas binaires. Et elles sont quelquefois compliquées. Ce qui fait d'ailleurs que vous avez l'occasion à un moment de remettre un petit peu à sa place François Mitterrand lors d'un conseil des ministres à ce propos. Je ne me permettrai pas de dire que j'ai eu l'outrecuidance de remettre à sa place le président de la République. Dans la Ve République, on ne peut pas mettre à sa place le président de la République. Il a été élu au suffrage universel. Non. Lorsque j'ai rendu compte de la situation en Nouvelle-Calédonie en Conseil des ministres, François Mitterrand a pris la parole en dernier. Et il a expliqué, lui, quelle était l'image qu'il avait de la Nouvelle-Calédonie. Et en l'écoutant, je constatais que cette image était éloignée de la réalité profonde, qu'il avait une image binaire. C'est-à-dire qu'il disait les Caldoches, les Kanaks. Et les Caldoches, ils tiennent tout, et les Kanaks n'ont rien. Bon, ce qui était en partie vrai, mais pas en totalité. Ça n'était pas aussi simple que ça. Donc, je me suis permis, ce qui ne se fait jamais en Conseil des ministres, de lui demander l'autorisation d'intervenir après lui, et je lui ai donné ma vision de la Nouvelle-Calédonie, en lui disant, la Nouvelle-Calédonie est grande comme la Belgique, ou presque. En Belgique, il y a 10 millions d'habitants. En Nouvelle-Calédonie, il y en a 300 000. Donc, il y a de la place pour tout le monde. Et je lui dis, l'île de Lifou est grande comme la Martinique. À l'île de Lifou, il y a 10 000 habitants. En Martinique, il y en a 300 000. Donc, là aussi, il y a de la place pour tout le monde. Aussi bien dans la Grande Terre, dans le nord que dans le sud, et aussi bien dans les îles. Et je lui ai dit, la Terre n'est pas mobilisée. Je lui ai dit, les tribus mélanésiennes doivent avoir à peu près autorité sur 400 000 hectares. Les Européens sur 250 000 hectares. Et il reste plus d'1 million d'hectares de terre qui appartiennent à l'État. Donc ce n'est pas le problème de la terre. Le vrai problème, c'est le problème du droit de propriété. Pour les Mélanésiens, le droit de propriété n'est pas attribué à l'individu. Il est attribué à la tribu. Et c'est la tribu qui décide. Alors que pour les Caldoches, pour les Polynésiens, les Wallisiens, les Futuniens, les Indonésiens, le droit de propriété, c'est le droit de propriété que nous connaissons en métropole. Et c'est ce droit de propriété qui a été à l'origine des affrontements. Dans les tribus mêmes, à l'époque où j'ai été nommé ministre, il y avait dans les tribus des rivalités, parce que c'était le grand chef ou le petit chef qui disait « toi tu vas faire de l'élevage, toi tu vas planter des légumes, toi tu vas faire ceci, toi tu vas faire cela ». Et quelquefois, ceux à qui était attribuée cette responsabilité n'étaient pas d'accord, parce qu'ils voulaient faire autre chose. Donc, c'est Sédi Kukewe, qui était un Kanak, et qui était un de mes grands amis, qui m'a fait pénétrer au cœur de cette réalité. Donc, les responsabilités sont à partager. C'est vrai que certains Caldoches s'étaient conduits d'une manière intolérable par rapport aux Mélanésiens, et qu'ils les étouffaient un petit peu. C'est vrai aussi qu'au niveau de l'enseignement s'était beaucoup plus développé à Nouméa et dans certaines communes de la Grande Terre, et vers le nord et dans les îles, l'accès à l'enseignement ne s'était pas déroulé comme il aurait dû se dérouler. Et donc il y avait une espèce d'injustice profonde entre les Calédoniens d'origine européenne
qui tenaient les postes supérieurs, et les Calédoniens d'origine mélanésienne, qui en étaient réduits à des petits travaux en tribu. Et il y avait une différence énorme de conditions de vie. Donc il fallait essayer de rattraper ça. Mais ça ne se fait pas en 8 jours. Il faut du temps. Mon premier travail a été de rétablir l'ordre et la paix. Et donc, M. Giraud, qui était ministre de la Défense et qui avait autorité sur la gendarmerie, a donné des instructions à la gendarmerie pour reprendre ses fonctions traditionnelles, c'est-à-dire prévenir ou sanctionner. Et cette politique de prévention et cette politique de répression a porté ses fruits très rapidement. Le calme est revenu et petit à petit, il s'est installé. Alors, quels sont à l'époque vos rapports avec Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou? Alors, avec mes rapports, j'ai essayé de les développer avec toutes les formations politiques. Avec le RPCR, ça ne posait pas de problème, puisque je connaissais Jacques Lafleur depuis déjà longtemps. Mais Jacques Lafleur avait un caractère bien particulier, une autorité forte. Alors, lors de notre première entrevue officielle, il est venu accompagné d'une très large délégation pour me montrer son autorité et en quelque sorte sa puissance. Nos relations ont eu des hauts et des bas, comme dans toute négociation de ce genre. Mais il y a eu plus de hauts que de bas. Sur certains points, je ne suis pas arrivé à le convaincre. Et je le regrette. J'en parle beaucoup dans mon livre. Et justement, oui, je voulais qu'on en parle. Enfin, continuons d'abord sur Jacques Lafleur, Jean-Marie Tjibaou, et après, je voudrais qu'on revienne sur l'anecdote de 1987. Sur Jean-Marie Tjibaou, je l'ai rencontré en rencontre officielle. C'était un homme déterminé, instruit, ayant une vision parfaite de l'objectif qu'il poursuivait, l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, et affirmant qu'il n'hésiterait pas à utiliser la violence si c'était nécessaire. Affirmant qu'il allait développer les relations internationales pour soutenir son entreprise. Il était déterminé, il était maître de sa formation politique, et je peux dire que là, au bout de la première année, il était devenu le grand patron du FLNKS qui n'était contesté par personne. Du temps de Pisani, il était contesté par Éloi Machoro. Et même Yewene, quelquefois, prenait des distances. Pourquoi il était contesté? Parce que Éloi Machoro voulait prendre sa place. C'est une guerre interne. À l'intérieur du FLN. C'était pas deux visions, deux façons d'aborder l'indépendance. Par exemple, Tjibaou plus diplomate et voilà, Machoro Tjibaou était beaucoup chef de plus guerre. diplomate, mais ferme et déterminé. Éloi Machoro, lui, c'était la guérilla. C'était la guerre armée. C'est d'ailleurs parce qu'il s'était livré à des exactions très graves que M. Pisani, quand il était haut-commissaire de Nouvelle-Calédonie, a donné l'ordre au GIGN de neutraliser Éloi Machoro, qui a été exécuté dans une ferme qu'il occupait avec un de ses amis, un de ses compagnons du FLNKS. Donc qui dit Pisani dit aval de François Mitterrand. Bien entendu. Alors, en 87, il y a le référendum qui dit très majoritairement non à l'indépendance. Bon, il est boycotté par les indépendantistes. Attendez, je me permets de vous interrompre. Avant 87, il y a eu les Jeux du Pacifique. Oui, en 80, oui, exact. Qui ont été organisés à Nouméa et qui ont rassemblé de très nombreux pays du Pacifique. Et qui ont rassemblé aussi des Calédoniens et des Mélanésiens. J'ai assisté aux Jeux du Pacifique et j'ai été frappé par cette fraternité des jeunes. Il y avait des Kanaks, des Caldoches, tout jeunes, des garçons, des filles,
Et ça donnait l'image de ce que devait être la Calédonie future. Puis après, il y a eu le référendum de septembre 1987. Alors, à l'issue de ce référendum, qui donne majoritairement un non à l'indépendance, mais qui est boycotté par les indépendantistes, vous accompagnez Jacques Chirac, qui est toujours, je le rappelle, Premier ministre, à Nouméa. Et là, dans l'avion, vous lui dites « Il faut convaincre Jacques Lafleur de négocier avec Jean-Marie Tjibaou ». Ça ne va pas se passer tout à fait de la même façon par la suite. Vous pouvez nous raconter Oui, dans l'avion, cette histoire? J'ai un entretien avec Jacques Chirac et je lui dis « Jacques, la situation est très dégradée. Les deux mouvements politiques majeurs, le FLNKS et le RPCR, ne se parlent pas et c'est une guerre permanente de déclarations, de communiqués. Bon, tu vas célébrer la victoire des non-indépendantistes au référendum. C'est un échec pour le FLNKS. Même s'ils ont donné des instructions de boycott, c'est un échec cuisant. Il ne faut pas humilier Jean-Marie Tjibaou. Parce que quand on est humilié, on bascule à ce moment-là dans l'extrémisme. Et il faut que tu arrives à convaincre, moi je n'y suis pas arrivé, il faut que tu arrives à convaincre Jacques Lafleur de tendre la main à Jean-Marie Tjibaou et de négocier avec lui. Vous sentez déjà que ça ne peut pas durer, qu'il faut maintenant qu'il y ait la voie politique de négociation s'installe. Sans la voie politique, on n'arrivera à rien. Jacques Chirac me dit, je vais le faire. Dès mon arrivée à Nouméa, je demande à Jean Lec, maire de Nouméa, de nous réserver un bureau après le discours de Chirac. Et après le discours, nous nous réunissons tous les trois, Chirac, Jacques Lafleur et moi. Et Chirac félicite Jacques Lafleur pour l'organisation de la manifestation, et puis lui dit, écoute Jacques, maintenant, il faut aller à l'essentiel. L'essentiel, c'est de reprendre le dialogue. Et il n'y a que toi sur le terrain qui peut reprendre le dialogue. Il faut donc, alors maintenant que tu es fort par ce résultat du référendum, que tu tendes la main à Tjibaou. Et là, Jacques Lafleur a fait une colère effroyable en me mettant directement en cause et en me disant, je sais que Bernard rêve de ça, mais ce n'est pas possible, je ne serrerai jamais la main de Jean-Marie Tjibaou. Jamais. Ce n'est pas la peine que vous me le demandiez, je ne le ferai jamais. Donc Jacques Chirac en a pris acte, et dans l'avion du retour, il m'en a parlé en me disant, ça ne va pas simplifier les choses. Et effectivement, ça ne les a pas simplifiées. Est-ce que ces accords de paix, finalement, qu'il y a eu après l'affaire d'Ouvéa, est-ce que vous auriez pu, vous, les signer à l'époque, si Jacques Lafleur avait été d'accord? Écoutez, on ne peut jamais refaire l'histoire. La situation était trop fracturée, je dis bien fracturée, pour qu'on envisage tout de suite un apaisement aussi profond. Mais je suis persuadé, en toute conscience, que si Jacques Lafleur avait tendu la main à Jean-Marie Tjibaou, je pense que Jean-Marie Tjibaou, affaibli comme il l'était à ce moment-là, aurait saisi la main de Lafleur. Et ça aurait été un premier pas qui n'aurait peut-être pas abouti tout de suite. Alors, Monsieur le ministre, à 2 jours de la présidentielle, l'affaire d'Ouvéa qui éclate avec la prise d'otage à Fayaoué et ensuite tous les événements qu'on a connus, la grotte, etc., on va y revenir. C'est un choc pour vous. Comment vous réagissez quand vous apprenez ça? D'abord, vous avez oublié quelque chose d'essentiel. La prise d'otage a été précédée par l'attaque de la brigade de gendarmerie de Fayaoué et l'assassinat de 4 gendarmes. Quand je parle de prise d'otage, en fait, je pensais justement à l'attaque de la brigade de Fayaoué. Alors, la brigade de Fayaoué a été attaquée le matin par des hommes armés qui ont assassiné 4 gendarmes. C'était le premier acte. Le deuxième acte, c'est que les autres gendarmes qui étaient là ont été pris en otage. Ils ont été pris en otage et amenés dans la brousse d'Ouvéa. Une partie qui était au nombre de 12 ont été amenés dans le sud et l'autre partie conduit dans le nord de l'île, on le saura plus tard du côté de Gossana,
On est sans nouvelles d'eux. Ils ont pris les otages, ils ont pris les camions, ils ont pris le matériel et ils ont pris les armes. Je suis informé par mon directeur de cabinet le matin vers 7h30, 8h. Je suis effondré. Ces morts, cette attaque sanglante, ces otages, c'est un choc épouvantable. J'appelle Jacques Chirac pour l'informer. J'ai une conversation avec lui et il me précise qu'il faut que je vienne à 9h et qu'il va réunir un comité spécial. À 9h, j'étais dans son bureau à Matignon. Il y avait Balladur, ministre d'État, Charles Pasqua, ministre de l'Intérieur, André Giraud, ministre de la Défense, et moi-même. Et là, il nous donne ses instructions. À Giraud de confirmer au général Vidal, commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie, que c'était lui qui était chargé de l'opération de sécurité, de retrouver le lieu de détention des otages et de préparer les forces disponibles s'il fallait passer à une opération de force. À moi, il me dit, il faut que tu ailles en Nouvelle-Calédonie avec mon directeur de cabinet militaire, le général Dorlin. À Pasqua, il dit, il faut donner au commissaire tous les moyens dont il a besoin. Et à Balladur, il dit, en mon absence, puisqu'il était en campagne électorale pour la présidentielle, il faut que vous coordonniez l'ensemble. Il ajoute, en désignant Maurice Ulrich, qui était son secrétaire général, Maurice, il faudra que vous soyez en contact permanent avec l'Élysée pour que l'Élysée soit informé quotidiennement de l'évolution de la situation. Et moi, il me dit, tu pars en Nouvelle-Calédonie avec la mission d'établir le contact et de négocier. C'est-à-dire que pas un instant, en dehors de ce qu'il avait dit à propos des responsabilités de Vidal, qui, le cas échéant, serait amené à conduire une opération de force, moi, son ministre des départements et d'outre-mer, il m'envoie là-bas pour négocier. Dans votre autobiographie, vous écrivez « Non, Ouvéa n'a jamais été un massacre, mais Ouvéa a été une véritable tragédie ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Il y a une différence profonde entre un massacre et une tragédie. La tragédie, c'est ce qu'a été l'affaire d'Ouvéa, avec des morts, des blessés, des otages, des conditions de détention inhumaines pour certains otages, avec autour des gens qui négocient, qui parlent, qui essaient d'établir un dialogue, et puis avec aussi une personne dont le comportement apparaît curieux et étonnant, et qui passe d'une position à une autre, sans qu'on sache très exactement quelle est sa vraie position. Vous parlez du capitaine Le Gorju ? Oui. Je parle d'un élément important et clé, puisque c'était celui qui conduisait l'équipe du GIGN envoyée en Nouvelle-Calédonie pour libérer ses collègues otages. Selon vous, le véritable cerveau de toute cette opération, de toute l'opération côté indépendantiste, c'est Djoubeli Ouéa, celui-là même qui va assassiner Jean-Marie Tjibaou et Yewéné un an après. Oui. L'opération a été conduite, elle a été inspirée par le FLN-KS, et en particulier par Yewéné et par Franck Waouzou. Mais celui qui a conçu et organisé l'attaque de la brigade et la prise des otages, c'est un membre d'une tribu, de la tribu du Gossada, qui s'appelait Djoubeli Ouéa.
C'est lui qui a tout organisé. C'est lui qui a tout monté. Et il n'a pas participé à l'action. Il s'est tenu en dehors. Après la libération des otages, après le changement de majorité, après les accords de Matignon, Djoubeli Ouéa n'a pas fait parler de lui. Il s'est fondu dans sa tribu. Mais il n'avait pas accepté les accords de Matignon. Et quand un an plus tard, M. Jean-Marie Tjibaou et M. Yewene, tous les deux, sont venus dans la tribu pour faire acte de recueillement. Oui. Donc, eh bien, c'est là que Djoubeli Ouéa a assassiné, sur le lieu même où il était venu se recueillir, Jean-Marie Tjibaou et Yewene. Il mettait en quelque sorte le mot fin sur la tragédie qu'il avait conçue. À cette époque, en pleine affaire d'Ouvéa, vous dites, vous qui êtes là pour négocier, vous dites qu'ils sont aux abonnés absents, ces leaders indépendantistes. Tous. Vous n'arrivez pas à les joindre. Non. Non seulement pas moi, mais les magistrats. Parce que comme ils apparaissaient comme responsables de l'attaque et de la prise d'otages, ils étaient recherchés par la justice. Eh bien, toutes les recherches qui ont été entreprises n'ont pas permis de localiser ni Jean-Marie Tjibaou, ni Yewene. Et lorsque nous avons été au terme de 11 jours et 11 nuits de négociations avec les familles des ravisseurs, avec les autorités coutumières, avec les autorités religieuses, avec Monseigneur Calvé, l'évêque de Nouméa, qui est même venu sur place. Quand tout a eu échoué et que j'ai été informé par un magistrat, M. Bianconi, qui était détenu en otage, mais qui faisait la liaison pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement. Selon vous, a été un véritable héros dans cette histoire. Oui, c'est un véritable héros, et je l'explique, et je le démontre dans mon livre, dans lequel je donne tous les documents qui permettent d'avoir une vue objective sur la vérité de ce qui s'est passé à Nouméa, et qui démontre bien qu'Ouvéa est une tragédie. Alors, vous savez qu'on a beaucoup dit que l'élection présidentielle avait été un élément déterminant dans le déclenchement de l'opération de force. Je démontre dans mon livre que dès le premier tour de l'élection présidentielle, l'élection était jouée. Il apparaissait à tous les observateurs qui connaissaient un petit peu la réalité politique que M. Mitterrand serait élu au second tour. Donc, pas un instant, l'élection présidentielle n'est entrée dans la réflexion de ceux qui participaient à la libération des otages, ni des fonctionnaires, ni des militaires, ni des gendarmes, ni de moi. Une certaine presse, à l'époque, a dit de vous, vous a appelé le boucher d'Ouvéa. Comment vous avez réagi? De la colère, de la tristesse, le sentiment d'injustice? Comment vous avez ressenti ça? Non, avec tristesse plutôt. Vous savez, je suis de formation médicale. Pendant une grande partie de ma vie, j'ai été médecin de campagne. J'ai connu la misère, j'ai connu la douleur, j'ai connu la mort. Je suis loin d'être un boucher, et tous ceux qui connaissent ma vie savent que je suis d'abord un humaniste. Dans la fin de ma carrière, j'avais un de mes amis qui était un franc-maçon haut gradé, qui m'a dit « Bernard, tu as deux défauts. Tu n'es pas radical socialiste, parce qu'il l'était, et tu n'es pas franc-maçon, parce qu'il avait un haut titre dans la maçonnerie. Mais je t'aime bien quand même. » Et il m'a dit « Tu as une qualité énorme, tu es un humaniste. » Et venant de lui, ça m'a fait plaisir parce qu'il était bien placé pour désigner ceux qui étaient humanistes et ceux qui ne l'étaient pas. Je voudrais rappeler qu'au moment de la guerre du Golfe, quand il y a eu des otages sur les sites qui risquaient d'être bombardés en Irak, M. Rocard, Premier ministre, qui a joué un grand rôle
pour les accords de Matignon, un rôle capital, a pris la parole au Parlement pour expliquer que quand on était confronté à une prise d'otage, on ne devait pas se préoccuper de ce que pensaient les otages, de ce qu'ils étaient politiquement ou socialement. On devait se préoccuper de les libérer par la négociation. On devait tout faire pour négocier. Et puis, si la négociation échouait, ben, il fallait utiliser la force. Et il disait, il faut utiliser dans ces cas-là la force que donne le droit et que reconnaît le droit. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, nous n'avons pas fait autre chose. Quand nous avons été au bout de la négociation et que les gendarmes du GIGN, détenus dans le cul de Basse-Fosse dans lequel ils étaient détenus, nous ont été signalés comme en danger de mort, et comme ils étaient armés, puisqu'on avait fait rentrer des armes, que nous savions qu'à tout moment, il risquait là d'y avoir un véritable massacre, nous avons été obligés de considérer qu'on ne pouvait plus reculer et qu'il fallait passer à l'opération de force. J'avais exigé, dès mon arrivée sur le territoire, que si on était obligé de passer à une opération de force, elle soit décidée par les deux autorités de l'État, puisqu'on était en situation de cohabitation. Le Premier ministre qui avait chef de l'exécutif et le Président de la République, chef des armées. Il était donc obligatoire que les deux personnalités, et en plus, comme ils étaient confrontés dans une élection présidentielle qui était tendue, il fallait que tous les deux donnent l'ordre. Est-ce que vous pensez, avec le recul maintenant, avec ces 30 ans d'histoire qui sont passés, est-ce que vous pensez, vous l'homme de droite, que la gauche a été plus efficace que vous la droite, sur le dossier calédonien? Non. Non, il n'y a pas la gauche ou la droite. Il y a les circonstances. Il y a les responsables politiques et il y a les circonstances. Voilà. Je vous ai expliqué dans quelles conditions, malgré tous les efforts, on n'arrivait pas à le faire admettre. La tragédie d'Ouvéa, c'est ce qui a permis à Jacques Lafleur et à Jean-Marie Tjibaou de se serrer la main. Il n'y aurait pas eu la tragédie d'Ouvéa, jamais ces deux hommes ne se seraient serré la main. Donc, c'est ça. Bernard Ponce, merci d'avoir accepté de faire partie de l'équipe des grands témoins. Les Calédoniens seront heureux d'entendre vos paroles. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie et j'ajouterai un dernier mot. Pour moi qui connais bien la Nouvelle-Calédonie vaut beaucoup mieux que ce sang et ces larmes. Et bien voilà, c'est une très belle conclusion. Merci Bernard Ponce. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dans un mois. Bonne soirée.